Bonjour à tous, c'est Alexis pour les Sentiers du Réel. Voici une deuxième interview de Alan Duke. Bonjour Alan, comment vas-tu? Très bien, tout aussi bien que la dernière fois. Alors voilà, aujourd'hui tu vas nous parler de métaphysique. Alors métaphysique, ça c'est un grand terme assez complexe à la fois et puis finalement pas si complexe que ça. Toi tu as une autre approche. Comme d'hab, j'ai souvent une autre approche par rapport à beaucoup de choses, c'est-à-dire que la métaphysique, si on prend la définition de la métaphysique, sont des questions métaphysiques que chaque personne, bien sûr, à un moment donné de sa vie, pourrait être appelée à se poser, donc du style quel est le sens de la vie, etc. Donc que sommes-nous aux yeux de l'univers, est-ce que Dieu existe et si oui, comment le définir, etc. Ce sont les questions existentielles, et aussi la mort, donc qui est quand même un sujet assez... qui, à mon avis, chaque personne qui est dotée d'une conscience éveillée peut se poser, à être amenée à se poser à un moment donné dans sa vie, est-ce qu'il y a une vie après la vie? Et c'est là où j'ai tout de suite donc donné ma vision des choses, c'est-à-dire il y a bien une vie après la vie. Et là, on a seulement besoin de s'intéresser à des personnages comme Charbonnier, donc qui quand même, c'est son métier. Je veux dire, à partir du moment, c'est pas vraiment son métier, mais à partir du moment où il a des patients qui décèdent lors des interventions chirurgicales, et lui, en tant qu'anesthésiste, oui, il va faire un travail quand même pour animer ces personnes. Et donc, le premier docteur qui est au chevet d'une personne qui a vécu justement une expérience de mort, et je dis comme Charbonnier, donc, puisque je suis fidèle à ce qu'il dit, il dit c'est pas une expérience de mort imminente, mais c'est une expérience de mort provisoire. Okay. Parce qu'il dit que c'est pas imminent, la personne n'était pas imminemment morte, elle était morte, elle était bel et bien morte, et c'est donc une mort provisoire. Et donc ces personnes, donc à partir du moment quand elles se réveillent, le premier docteur qui se trouve au chevet, c'est l'anesthésiste, et c'est là que lui il a commencé. Donc ça c'est... Maintenant, on parle de ce sujet-là, donc est-ce qu'il y a une vie après la vie? Est-ce que, voilà, pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on est si différent par rapport au règne animal? Qu'est-ce qui fait on est un petit peu, par rapport, même décalé par rapport au règne animal? Puisque si on retire l'humain de l'équation terrestre, la Terre, il lui faut je vais même pas dire années, quelques mois pour qu'elle retrouve son fonctionnement exact, etc. Pourquoi avons-nous donc cette différence par rapport au règne animal? Est-ce qu'il existe une possibilité de se remettre en harmonie avec le monde animal, justement, avec la nature en termes généraux? Est-ce qu'il existe une possibilité pour nous de revenir, de garder cet ego qui fait justement la différence, le fait de se reconnaître en tant qu'individu, seul, séparé de tout? Est-ce qu'il existe donc un moyen de retrouver une sorte d'harmonie, d'équilibre en gardant cet ego malgré tout? Et voilà, c'est ça en gros les questions métaphysiques, et ça c'est vraiment, on va dire, le domaine dans lequel je me sens le plus à l'aise. C'est vraiment puisque encore une fois, dans la dernière intervention, nous parlions de symbolisme, mais c'est-à-dire c'est grâce à ces recherches-là, au niveau des légendes, de décryptage des légendes, la compréhension des légendes, qui nous entraînent à comprendre justement les grandes questions métaphysiques, faire le lien entre le microcosme et le macrocosme, etc. Oui, parce que finalement, dans les grandes religions monothéistes, on nous apprend que nous vient, voilà, on est là par Adam et Ève. Les scientifiques nous disent qu'on est là par un pur hasard. Il y en a qui parlent maintenant de météores et de poussière d'une météore qui est arrivée ici, qui a commencé à foutre la pagaille, on va dire ça comme ça, sur la Terre. L'atmosphère a changé, etc. Donc voilà, le petit tétard est apparu, le singe après, puis nous on est là. Mais il y a quand même quelque chose qui manque apparemment, visiblement, chez certaines personnes quand même. C'est très simpliste comme explication finalement. Donc il y a quelque chose apparemment beaucoup plus complexe, beaucoup plus, comme tu dis, oui, métaphysique, mais peut-être même spirituel. Disons que par rapport à l'évolution, par rapport à nos origines, etc., c'est-à-dire que moi-même, je ne peux même pas trancher, puisqu'il existe tellement de possibilités, c'est-à-dire l'évolution normale, entre guillemets, celle qu'on dit donc de Darwin, donc quelque chose qui va évoluer au fil du temps, etc., donc pour aboutir à ce que nous sommes aujourd'hui. Après, il y a bien sûr des interventions extraterrestres qui seraient venues pour booster, entre guillemets, donc l'ADN du primitif que nous étions, pour en faire un homme. Mais malgré toutes ces possibilités, et puis il y en a encore beaucoup plus, puisque après il y a même deux façons de voir justement l'univers. C'est d'une manière mentale,
c'est-à-dire cartésienne, et une manière quantique, que j'appelle quantique. Après, je sais qu'aujourd'hui, le mot quantique, il est utilisé à toutes les sauces, mais moi, je me comprends. C'est-à-dire que nous avons deux manières, nous avons deux façons de placer notre conscience, soit au niveau de notre âme, soit au niveau de notre ego. Et ces deux façons de voir les choses sont complètement différentes, puisque dans l'une, nous parlons d'espace-temps, de temps linéaire, des trois temps, donc le passé, le présent, le futur, ou l'avenir. Nous parlons de dualité, nous parlons de gravité, de lois physiques, chimiques, etc. Ça, c'est le monde cartésien tridimensionnel, figé. Et de l'autre côté, ça c'est donc la partie, on va dire cet œil-là, il observe la partie là. C'est-à-dire on est dans le monde cartésien matériel. Et lorsque je me place avec ma conscience dans mon âme, là automatiquement, tout ça disparaît. C'est-à-dire on est hors de l'espace-temps. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'histoire, ou bien justement, l'histoire est là, elle a toujours été là, elle sera toujours là. C'est-à-dire, c'est là où le mot, si vous posez la question à une personne, que veut dire pour vous le mot infini, puisqu'on dit bien que l'univers est infini, les personnes ils vont avoir un regard en faisant infini, c'est vaste, même plus que vaste, c'est-à-dire c'est infini. Et moi, dans ma réflexion, donc en écoutant ce mot infini, j'entends bien 1, la valeur 1 est finie. C'est-à-dire, et c'est là où, disons, pour comprendre ce mot infini, on ne peut pas l'écouter dans sa partie matérielle, il faut l'écouter dans sa partie, dans son âme. C'est-à-dire que ce qui était le passé, ce qu'on appelle le passé, d'ailleurs en français, passé, c'est passé, c'est pas, ça n'est pas. L'avenir, c'est avenir, ça n'existe non plus pas. Il n'y a que le présent qui est réel. Et le présent, ça veut bien dire c'est prêt et c'est en nous. Et la réalité quantique, c'est qu'il n'existe pas un seul présent, mais ce qu'on appelle justement le passé et l'avenir, c'est aussi des instants présents. Ce sont que des instants. Et c'est-à-dire ce qu'on appelle des probabilités. C'est-à-dire que tout ce qui était, est et sera, est déjà là. Dans différentes vibrations, couches, on peut comparer ça aussi à un oignon avec ses couches, etc. C'est-à-dire que toute l'histoire est toujours là, tout ce qui était est encore là, tout ce qui sera est déjà là, et nous sommes tout le temps en train de passer d'un instant à un autre. Mais, et pour ajouter encore un peu plus de complexité à l'histoire, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul scénario, il y a, et là on peut utiliser le mot infini dans son sens sans fin, c'est-à-dire que des scénarios infinis, des possibilités infinies de scénarios qui sont aussi déjà là. Ça c'est sur le plan quantique. Et donc, quand on commence à saisir ces deux façons de voir les choses, c'est là où ça devient compliqué, puisque les deux sont réels aussi d'une certaine manière, sont justes. Et là, comme nous parlions d'évolution justement, si je place justement ma conscience dans ma partie matérielle justement, là je parle d'évolution, de temps linéaire, et là la théorie de Darwin a une certaine logique, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire que, oui, avec le temps, après, sans essayer de se poser la question à quelle époque ça s'est produit, mais il y a petit à petit une évolution qui s'est faite. Alors que probablement, c'est pas ça. C'est-à-dire que dans ce qu'on appelle l'univers quantique, entre guillemets, aussi bien l'homme de Néandertal existe encore, mais l'homme abouti qu'on est aujourd'hui, et l'homme vers lequel nous sommes, la direction vers laquelle nous sommes en train de se diriger, ces trois possibilités sont encore là. C'est-à-dire, c'est pas qu'il y a une évolution dans cette histoire-là. C'est-à-dire, toutes ces probabilités sont là. Et donc, justement, ça chamboule extrêmement les personnes qui sont seulement sur un plan matériel de réflexion, de se dire, c'est-à-dire que l'alpha et l'oméga n'existent pas. Il n'y a jamais eu de commencement, il n'y aura jamais de fin. Et c'est là qu'on prend déjà conscience que les anciennes cultures qui avaient cette connaissance métaphysique le disent à travers leurs écrits. Puisque pour moi, les livres bibliques, entre guillemets, sont des livres scientifiques qui ont été complètement maquillés, cryptés, hermétiques, ils sont devenus hermétiques, on les a complètement codifiés pour que justement seulement les initiés puissent les comprendre. C'est-à-dire que aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, ce sont des livres purement scientifiques. Et quand on voit donc que Dieu se présente comme étant ce qui était, ce qui est, ce qui sera, il est déjà en train de dire ces trois temps-là ne sont qu'un seul temps, quelque part. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Et il dit aussi, ayez à chair, ayez, je suis ce que je suis, I am what I am, et c'est exactement ce que nous sommes aussi ici sur Terre. C'est-à-dire que nous définissons dans l'instant ce que nous sommes réellement. Et le problème, c'est que comme nous nous sommes séparés des autres à travers notre ego,
nous n'avons pas conscience du rôle que nous jouons dans cette réalité. C'est-à-dire que quand l'homme à partir du moment où on parle d'éveil, c'est-à-dire à sa réalité propre, c'est-à-dire ce que j'appelle la création de l'ego, nous ne sommes pas les seuls à posséder un ego. Certaines races animales possèdent aussi un ego, mais on va dire chez l'homme, il atteint quand même une certaine pointe au niveau de l'ego, puisqu'on peut aussi tomber dans l'égocentrisme. Donc j'explique juste la chose suivante. Un bébé qui vient au monde, jusqu'à un certain âge, il est encore dans l'innocence. C'est-à-dire ses sens sont innés. Il est encore connecté avec l'être qu'il est. C'est-à-dire, quand on vient au monde, l'être est dans l'être, justement. À force de réflexion, et de réflexion dans un miroir surtout, et surtout quand on est en train de lui dire « mais c'est toi, c'est pas un autre bébé qui est dans le miroir ». Là, il sort de l'être et il rentre dans le paraître. Et le paraître, ça peut aussi sonner un petit peu comme pas être, justement. Donc à partir du moment où je sais que le contraire de être, c'est naître, N apostrophe, et le mot être, mais ça peut aussi la naissance, donc naître, au moment où l'enfant va commencer dans le paraître, il va se dédoubler. Et c'est là que l'ego va être créé, avec cette dualité. Et il va créer le contraire à toute chose qui est, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas. Mais tout ce qu'il va créer là, justement, ça n'existe pas, c'est un leurre. Puisqu'il n'y a que le être qui est une réalité proprement dite. Et c'est là, donc aussi, encore une fois, il n'y a que ce qui est réel, ce qui n'est pas n'existe pas. Donc la négation n'existe non plus pas. C'est très dur à un enfant de lui faire comprendre, ne fais pas ça. Parce que dans sa conscience, comme il est encore dans une conscience, on va dire, universelle, quantique, quand tu lui dis fais pas ça, il n'arrive pas à le concevoir parce que et les animaux ont aussi beaucoup de mal avec cette façon de leur dire ne fais pas ça. Parce que pour eux, ça n'existe pas. Et c'est même paradoxal de dire le ne pas n'existe pas. Mais bon, mais c'est simplement pour comprendre quelque part que nous nous enfermons dans une sorte de monde d'illusion où on dit ben ça c'est bien, ça c'est pas bien, donc on crée cette dualité aussi, on va définir ce qui est bien de ce qui n'est pas bien, qui apparemment est pas plus... on va dire pour un humain qui possède un ego, c'est très important de définir ces choses-là, parce que dans le règne animal, ils n'ont pas besoin de tribunal, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, parce qu'ils sont dans l'être, justement, dans la justice universelle. Et voilà, là on voit, on est vraiment dans un questionnement métaphysique, ça c'est de la métaphysique pure, et plus je vais commencer à saisir toute cette logique, entre guillemets, sur l'univers, ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire nous ne sommes pas seulement cette partie physique, derrière ce voile, derrière le miroir, il y existe aussi une autre entité qui est universelle, qui est aussi bien universelle, mais elle est immortelle, elle est toujours là, donc ce qu'on appelle nos âmes. Donc quand on prend conscience de ça, c'est là qu'on arrive tout doucement à comprendre les questions métaphysiques en même temps. Parce que c'est sans ça les questions. Est-ce qu'il y a une vie après la vie? Donc si maintenant je prends par exemple la mort, souvent quand je dis la mort, c'est pas rigolo, et je mets un petit smiley qui fait la moue, parce que oui, la mort c'est pas rigolo, mais quand on dit l'âme hors, donc l'âme qui sort de quelque chose, là ça devient plus intéressant. Et quand je rajoute, surtout pour les personnes qui s'intéressent à l'alchimie, au lieu de dire l'âme or, c'est-à-dire à l'extérieur, mais l'âme or, le métal or, qui est quelque chose de symbolique, bien sûr, on ne parle pas d'or physique, donc automatiquement, lorsque je dis l'âme or, donc notre âme, elle sort de quoi? Elle sort de l'or. Et l'or, d'après mes recherches, enfin, ça c'est du Duke pur jus, donc c'est-à-dire vous n'allez pas lire dans d'autres livres que dans les miens. Pour moi, l'or des alchimistes, c'est l'espace-temps. La lettre O, comme la lettre O l'indique, ça doit être de l'eau, donc de l'eau, mais ça peut être aussi une boucle, bien sûr. Donc un circuit qui est tout le temps en train de se répéter, donc on est dans une boucle spatio-temporelle, c'est le temps. La lettre O représenterait le temps. Et la lettre R, c'est l'air qui nous entoure, c'est l'espace. Donc l'âme or, c'est l'âme qui sort hors de quoi? Hors de l'espace-temps. Et c'est pour ça que nous retrouvons le mot or dans je dors, puisque c'est là que notre conscience quitte l'espace-temps. Quand je suis mort, il y a l'or qui est caché dedans. Quand je fais du sport,
puisqu'il se passe aussi un petit phénomène de sécrétion d'endorphine lorsque je fais du sport. Surtout ceux qui font du marathon, ils sortent aussi de l'espace-temps. C'est ça qui leur permet aussi de ne pas ressentir la souffrance physique qui est liée à la matière. Et encore un or qui est encore un petit peu plus agréable, on va dire, c'est celui lorsqu'on a un rapport intime avec une personne du sexe opposé ou bien du même sexe, pour ceux qui sont mais l'orgasme, donc qui commence par les lettres or aussi. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle la petite mort et le septième ciel. Petite mort. Donc ce sont des états où notre conscience sort de l'or, de l'espace-temps. Et c'est voilà. Et c'est là où on comprend tout d'un coup toute la symbolique, donc métaphysique encore une fois, de l'amour. L'amour et la mort sont le même mot. Our et or veut dire la même chose. Donc, et ça ne veut pas dire qu'il faut aimer la mort forcément, mais c'est de comprendre qu'au moment de la mort, il se passe le même phénomène que quand on aime, au moment de l'amour. Et donc, quel est le contraire? En italien, d'ailleurs, amour, c'est amor. Hein. Amor, bien sûr. Et pour finir là-dessus, donc, c'est de dire quel est le contraire justement de la mort. Parce que je disais bien qu'il y a une vie après la vie. Donc, c'est-à-dire que le contraire de la mort, beaucoup de personnes vont dire c'est la vie. Mais c'est faux, puisque la vie est toujours là. Notre âme est toujours vivante, sous différentes formes, c'est-à-dire une forme invisible. Après, elle passe dans une forme visible, tridimensionnelle, et elle repart dans un monde de l'invisible, notre âme. Et c'est pour ça que le contraire de la mort, c'est justement la naissance. Et c'est là que naissent les sens, donc c'est là que la lame va descendre dans des vibrations pour s'habiller d'un costume moi je dis un scaphandre qu'on appelle donc notre corps, donc qui va être cette enveloppe qui va permettre justement à l'âme de pouvoir s'exprimer, mais ça ne veut pas forcément dire que l'âme se trouve ici. L'âme se trouve probablement dans une autre dimension et elle va pouvoir à travers ce corps pouvoir s'exprimer, donc etc. Donc effectivement, ouais, donc tu parles de sortir de soi, mais est-ce que justement tu crois que c'est ça la clé finalement, c'est de sortir de soi pour mieux se recentrer, pour mieux savoir qui on est, pour retrouver finalement son intérieur, quoi, si je puis dire? Disons que ce que j'ai compris, c'est d'abord pour comprendre ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire au-delà de l'apparence de cet ego, de cette personnalité seule au monde, quoi. C'est-à-dire que si nous prenons un exemple tout simple, un banc de poissons, on va prendre 20 000 poissons qui nagent ensemble, il n'y a aucun poisson qui va percuter l'autre, pour la simple raison qu'ils ne possèdent pas d'ego, ils n'ont aucune personnalité, donc ils sont connectés l'un à l'autre, leur esprit, il n'y a pas 20 000 poissons avec chacun son esprit qui fait ce qu'il veut, mais ça fait forme. On va dire chaque esprit devient un neurone, limite, et puis là on a un seul esprit qui se mouvoie dans les eaux. Et donc automatiquement, on comprend tout d'un coup que si nous, en tant qu'humains, on a cette même approche, en tant qu'humains, c'est-à-dire au-delà de l'ego, cette individualité qui nous déconnecte du grand tout. Et c'est ça, donc, sortir, c'est ça le fait de sortir de l'or, c'est-à-dire quand on sort de l'espace-temps, et j'ai aussi une méthode assez simple à expliquer comment est-ce qu'on fait pour sortir de l'espace-temps, c'est de sortir de son mental, de faire le vide dans son mental, puisque symboliquement, si nous prenons, ça c'est mon ami Ezo Eric, donc un gars qui collabore énormément avec moi dans les recherches, etc. Donc ça vient de lui, il a eu cette vision où il a compris que nous avons donc justement ce mental cartésien qui est justement limité dans le savoir, il est limité dans le savoir, et je vous ai dit donc savoir, ça veut dire savoir. Ce sont les choses que nous intégrons, quand nous venons au monde, donc d'une manière mentale, c'est comme une sorte de disque dur qui va enregistrer, etc. Et c'est bien sûr une bibliothèque qui est limitée, puisqu'elle n'intègre que les choses qui ont été vues, entendues, perçues sur un plan tridimensionnel. Et le but de l'histoire, donc, c'est de rentrer dans la connaissance, c'est-à-dire ce que nous partageons tous, tous les mots qui commencent par co, con, comme, veut dire partager, et naissance, connaissance ou corps, essence, l'essence du tout. Donc rentrer dans la connaissance. Et donc il est logique pour rentrer dans la connaissance, on ne peut pas accéder à la connaissance avec sa partie mentale, avec le savoir. Il faut vider sa tête. C'est-à-dire qu'il faut sortir du mental, et là il faut devenir bête. Bête, un sot. Donc une personne, un homme qui est bête, on peut dire aussi en français c'est un sot. Et le mot sot, ça s'écrit S-O-T, si on parle d'une personne bête, donc justement, mais ça peut être aussi un sot, un récipient. Un synonyme pour un bête, le mot bête, c'est animal.
puisqu'une bête, les bêtes, les animaux, ce sont des animaux. Et animal, anima en italien qui veut dire l'âme, et al, Dieu, donc l'esprit cosmique, entre guillemets, universel, donc animal. Les animaux sont plus proches de la connaissance que l'homme avec sa partie mentale. Donc il faut devenir bête. Il faut arrêter de raisonner comme un homme cartésien. Je deviens un sot. Comme par hasard, chez les dames, on peut dire une sotte, mais on peut aussi dire une cruche ou une gourde. Et là, ça devient intéressant, puisque lorsque nous parlons de cruche et de gourde, nous avons de nouveau cette idée de récipient. Voilà. Et comme dit aussi la philosophie asiatique, comment voulez-vous ajouter quelque chose dans un bol de riz plein? Il faut d'abord le vider. Et c'est ça donc ce qui est demandé de faire, c'est-à-dire d'avoir une approche qui n'est pas celle du mental cartésienne, mais on fait le vide dans sa tête, et logiquement faire le vide dans sa tête pour entrer dans le vide quantique. Et là j'ai accès à toute la connaissance de l'univers, c'est-à-dire la connaissance, et là je vais pouvoir par inspiration, c'est-à-dire en ne réfléchissant pas directement, par inspiration, je laisse venir de l'information, d'on ne sait où, et après c'est là en deuxième phase, quand j'aurai ces inspirations bizarroïdes, c'est de remonter le puzzle, de voir ce que j'ai pêché dans mon filet, et de voir ce que je vais pouvoir faire avec ces informations que j'ai inspirées. Et parfois, justement, il est très très important d'observer ce que font les enfants et ce que disent les enfants, ce que dessinent les enfants, leur ego est moins construit que celui d'un adulte, donc automatiquement, eux, ils sont encore inconsciemment dans la connaissance. Et c'est pour ça que parfois les enfants, ils disent des choses très très pertinentes, et toujours dans l'instant présent, c'est-à-dire, encore une fois, vous posez une question, métaphysique, XY, il y a un enfant qui vient vers vous, et il n'y a pas de hasard, donc si une personne vient vers vous, c'est bien pour vous apporter une information clé à laquelle vous étiez posé une question. Donc elle vient vous apporter cette réponse. Même les enfants peuvent vous apporter la réponse. Mais il faut simplement être dans l'instant pour accueillir les présents du présent, les cadeaux du présent. Donc automatiquement, et ça c'est parce que nous sommes un banc de poissons qui communiquent l'un avec l'autre. Et c'est là quand on commence à comprendre que l'ego est limité, que je fais un travail pour lâcher mon ego, de dire mais la personne qui vient vers moi, c'est une partie de moi qui vient m'informer. Et donc, puisque sur un plan cosmique, nous sommes une seule entité, et tout est énergie, donc automatiquement, etc. Donc, comme il est marqué même dans la Bible, donc divisé dans la chair, mais pas seulement dans la chair, dans la pierre, dans le végétal, etc. Il y a une division multiple, et parmi cette division, il y a des entités qui ont créé une division encore plus forte, et c'est à cause de l'ego. Et pour donner un exemple à ça, c'est de prendre un corps humain, par exemple, de dire, imaginez, le corps humain représenterait, par exemple, l'univers dans son entièreté. On sait bien qu'un corps humain, il est composé de milliards et de milliards de cellules, donc de peau, de cœur, de foie, etc. Et chaque cellule, on pourrait dire, c'est un individu, puisqu'une cellule vient au monde, elle se nourrit, elle chie, elle envoie aussi des toxines, donc elle se nettoie, elle travaille et elle meurt. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait même faire un lien entre la vie d'une cellule et celle d'un humain, entre guillemets. Maintenant, la différence entre les cellules du corps humain et les cellules, les cellules que nous sommes nous, c'est que les cellules du corps humain, il n'y a pas une cellule, si on prend maintenant 1 cm de cellules de peau, il n'y a pas une cellule qui s'appelle Pierre, Paul, Jacques et Antoine. Ils n'ont aucune personnalité et ils savent ce qu'ils doivent faire parce qu'ils sont connectés au grand tout qu'on appelle l'univers, le corps humain, donc, avec cette conscience qui va animer le tout. Et donc maintenant, si je retire une cellule de l'organisme, justement, après on peut dire, oui mais tu vois bien la limite de ce que tu dis, puisque j'ai retiré cette cellule du corps, on ne peut pas dire que cette cellule est l'univers à part entière. Mais je dis non, mais elle fait quand même partie de cet ensemble qu'on appelle l'univers à part entière. Elle fait partie de cet ensemble. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ferait le corps, par exemple, sans ses cellules de peau. Il ne pourrait pas fonctionner. Il a besoin de ses cellules de peau comme il a besoin de ses cellules de foie, etc. Ils ont toutes leur importance. Et alors, ce qui est encore plus intéressant par rapport à notre monde aussi scientifique, nous sommes capables aujourd'hui de décomposer une cellule de peau, donc décomposer l'ADN, et que ce que je vais retrouver dans l'ADN, je vais avoir l'information du corps entier. Donc, et c'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire ce que je peux faire avec une cellule, c'est-à-dire elle est individuelle. Bon, elle n'a pas d'ego.
Et heureusement, parce que les cellules qui ont un ego, on les appelle des cellules cancérigènes. Ouais. Voilà. Donc, parce qu'eux, ils ne veulent pas mourir, ils veulent en faire leur tête, en gros. Et donc, si maintenant je prends cette cellule et je dis, ok, c'est une seule cellule parmi un amas de cellules par un ensemble, mais dans sa structure, il y a l'information du grand tout. Donc ça, c'est dans le microcosme. C'est d'appliquer cette même logique dans le macrocosme humain. Donc nous sommes une cellule dans un ensemble. Nous sommes déconnectés des poissons qui sont autour de nous, donc des individus humains comme nous, à cause de notre ego, mais nous avons dans notre structure l'information de tout, de l'univers entier. Et c'est ce qu'on appelle la connaissance. C'est ça d'ailleurs qu'il y a des théories qui disent qu'on est finalement que des poussières d'étoiles, dans le sens que chaque cellule qu'on a en nous, finalement, est un reflet de l'univers complet, quoi, en fait. Et il y a certains qui disent Dieu est en toi. Ben oui, parce que Dieu, justement, si on repart avec cette théorie justement de poussière d'étoiles, de cellules, de l'âme, comme je dis toujours. Donc, et alors aussi par rapport aux enfants, ce qui est intéressant aussi, ce que tu disais, je sais pas si tu te souviens quand tu étais gosse, mais le temps chez les enfants n'est pas le même que chez nous. Par exemple, on dit toujours, tiens, voilà, à partir d'un certain âge, la vie va s'accélérer. Et finalement, c'est toujours les mêmes 24 heures qu'on a toute la journée, les mêmes 366 jours sur l'année. Et finalement, les enfants, c'est parce que eux, ça leur paraît plus long, quoi. En fait, une année, voilà, si je me souviens bien, c'était un peu comme si tu dirais maintenant 2 ans, quoi. Alors que finalement, c'est exactement la même chose. Tout ça parce qu'en fait, ils vivent le moment présent à un pourcentage élevé. Et avec nous, avec ce que... Pas de planning et tout ça, ils sont dans l'instant tout le temps, ils s'amusent, le temps n'existe plus, effectivement, et nous, on s'emprisonne dans ces agendas et dans ces règles que nous infligeons nous-mêmes et qui deviennent des prisons, quoi. Alors, Alan Duke, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un bouquin en fait qui est en préparation, qui s'appelle Archange. Apparemment, ça va être une bombe métaphysique, ça. Raconte-nous un peu. Toujours comme je suis, donc j'aime bien rajouter toujours une couche. Donc une bombe, oui, je pense que ça va vraiment être un livre très très puissant au niveau de ce que je vais tout expliquer. Donc le fruit de quand même 15 années de recherche malgré tout, et donc et pas seulement de recherche, de découverte aussi, j'espère. Donc j'aimerais partager aux personnes qui me suivent déjà depuis très longtemps, mais aussi des nouvelles personnes qui n'ont jamais entendu parler de moi, etc. Donc, où je vais donc aborder toute forme de sujets, donc l'alchimie spirituelle, l'apocalypse, le Saint Graal. Après, il y en a qui vont dire, oui, mais ce sont des sujets que ça ne m'intéresse pas. Ben, dites-vous bien que ces sujets nous parlent directement, ce sont vraiment des légendes qui nous parlent, qui sont destinées pour nous faire comprendre certaines choses dans notre fonctionnement, etc. Donc que ce soit l'Apocalypse, le Saint Graal et aussi la chimie spirituelle. Et donc ce livre, donc le titre c'est bien Archange, qui est donc la suite de l'éveil des anges. Et au début, donc l'éveil des anges, c'est quelque part, c'est aussi, ça veut dire on est dans une forme d'éveil, mais là on est en train de créer un pont maintenant avec notre ange. Parce que enjeu, c'est enjeu, en moi. Parce que je parle beaucoup de notre dualité quantique, notre âme. Et là on est en train de créer un pont, donc un arc avec notre ange. Et c'est écouter la leçon du guide intime. Alors là, déjà rien qu'au niveau du sous-titre, c'est là que se trouve le son, la leçon du guide intime, en 2 mots, in time en anglais, okay. au bon moment. C'est-à-dire d'être toujours dans l'instant présent pour entendre ce que nous communique notre double quantique, notre âme. Et donc ça va vraiment être un livre très très puissant. Il aurait déjà dû être sorti depuis au moins 1 année, okay. Mais j'ai dû vraiment repousser la date pour des raisons personnelles. Et comme il n'y a pas de hasard, c'est que j'avais encore plein de choses à comprendre, à découvrir avant de pouvoir le sortir. Donc théoriquement, si tout se présente bien, il va sortir à la rentrée, donc au mois d'octobre-novembre par là. Je ne saurais dire encore exactement quand. Et voilà, et j'espère qu'il va bien donc toucher un certain public, donc qui s'intéresse de toute manière à ces sujets, donc, mais aussi au-delà, voire même des personnes qui n'ont jamais entendu parler de ces sujets, puisque j'ai toujours une façon très comique, ludique, je ne prends pas trop au sérieux non plus, donc j'essaie un petit peu de mettre aussi beaucoup d'humour dans ces textes pour que justement que ce ne soit pas quelque chose de trop lourd. Des textes hermétiques où il faut un bac+20 en métaphysique ou en ésotérisme, il y en a assez. Et moi, ça c'est pas mon intérêt que les personnes, il faut que le monde s'éveille, pas seulement quelques initiés, entre guillemets, ou des personnes à qui on va leur donner tout ça. Donc j'espère que ce livre va atteindre beaucoup de personnes. Oui, je l'espère aussi avec cette annonce. Comment est-ce qu'on pourra se le procurer par contre ?
Disons que le livre, je vais l'autoproduire, c'est-à-dire il sera seulement disponible par mois. Donc, puisque ces livres-là, pour trouver des maisons d'édition, c'est toujours un petit peu galère quand même malgré tout. Et il y a beaucoup de maisons d'édition qui profitent des auteurs, donc il faut tout payer et à la fin, t'as rien, voilà, il se passe rien. Donc ils font aucun travail pour pouvoir diffuser le livre, etc. Donc je me suis dit, je vais l'autoproduire, je vais gérer les commandes. Une grosse partie sera vendue bien sûr lors de mes conférences, mais aussi par la poste bien sûr, et je demanderai juste à côté du prix du livre aussi le frais de port, puisque voilà. Voilà. Ok, donc tu as aussi un super site en attendant, si les personnes n'ont pas encore lu tes bouquins, où ils peuvent se procurer, je pense, encore quelques ouvrages, et alors surtout voir un site qui est fort bien documenté, avec plusieurs PDF, plusieurs articles, petits indices, petites maximes, etc. Est-ce que tu veux bien nous rappeler le titre de ton site? C'est simple, c'est Projet Alpha, mais pas Alpha PH, mais avec un F. ALFA, donc projet alpha en un mot.com. Et donc c'est mon site donc, où je partage avec certaines personnes qui m'encadrent, qui sont à côté de moi, donc qui m'aident, des amis comme donc je parlais d'Ezo Eric, donc alias Eric Hoffman, Jérôme Gomez, une nouvelle personne qui va rentrer dans le groupe, donc des agitateurs de conscience, qui s'appelle donc Charlotte Chacha, qui va être la personne qui va s'occuper, on va dire, de tout le plan marketing, plus pour me décharger aussi un petit peu de toute la partie logistique, parce que l'organisation de conférences, ça demande un certain temps, la vente l'envoi des livres, etc. Et donc moi ce que je veux, c'est surtout pouvoir me concentrer la rédaction des livres, la préparation de conférences, et ça, comme c'est une approche qui est un peu plus artistique entre guillemets, moi ça m'aide en même temps. Et puis comme elle s'est proposée aussi pour m'aider, et c'est pour partager justement toute cette information-là. Donc le site, il est assez riche, disons, mais pas encore assez, mais il va s'enrichir au fur et à mesure du temps qui va passer. Il y a beaucoup d'interventions que j'ai données, soit sur Meta TV ou à la radio, à différentes radios, et voilà, et donc il va s'enrichir au fur et à mesure du temps. Ouais. Parfait, Alan Youk, merci beaucoup pour ton intervention, et puis que du bon pour la suite. Hein. De toute façon, peut-être qu'on se reverra bientôt. Et auditeurs, auditrices, voilà, si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à vous abonner sur Les Sentiers du Réel, hein, c'est gratuit, il suffit simplement d'un compte Gmail, et c'est tout, voilà. Ciao, bientôt, au revoir.